Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Africa Press. Au sommaire de ce nouveau numéro, la présidentielle au Kenya, c'est avec sans surprise que la commission électorale a déclaré vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta avec 98,2% des voix. Également dans ce numéro de Talk Africa Press, il sera question de la tournée en Afrique de 5 jours de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, tournée qu'il a menée notamment à Addis Abeba en Éthiopie, à Kinshasa en République démocratique du Congo, mais aussi à Juba au Soudan du Sud, la première visite de la plus haute personnalité de l'administration Trump depuis avril dernier avec la visite du ministre de la Défense, James Timis. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Médian TV Afrique Dakar. Pape Ngagne, bonjour. Abdoulaye, bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Daouda Thiam, administrateur et directeur de publication de Actusen.com. Daouda, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Tous les regards sont tournés depuis ces dernières 72 heures au Kenya, où sans surprise, la commission électorale a donné ou a déclaré vainqueur Uhuru Kenyatta, président sortant avec 98,2% des voix du scrutin. Scrutin boycotté par le principal leader de l'opposition, Raila Odinga, et ses partisans dans l'ouest du pays, notamment dans 4 comtés où le vote n'a pas eu lieu. Les résultats sont accueillis avec amertume. Mais avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord regarder ce résumé de Ferouz Ben Taleb. I hereby declare Mr. Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Kenyatta a réuni sur son nom 7,483 millions de voix contre 73 228 pour Raila Odinga, leader de l'opposition qui a boycotté ces élections. La participation a été de 38,8% des électeurs inscrits, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août dernier, annulé par la Cour suprême pour irrégularité. Lors de son speech de victoire, le président sortant a applaudi, selon lui, une nouvelle confirmation de la volonté des électeurs, malgré le boycott de l'opposition. Le 8 août, 15 millions de Kenyans sont sortis voter. 8,4 millions d'entre eux l'ont fait en ma faveur. 90% de ces mêmes votants sont sortis encore une fois pour supporter mon rêve. Ceci n'était qu'une reconfirmation de leur volonté générale, une déclaration de leur intention de me soutenir et de soutenir le gouvernement jubilaire. La commission électorale a décidé de proclamer la victoire d'Uhuru Kenyatta, en dépit du fait que le scrutin n'a pas pu se tenir dans 4 comtés de l'ouest du pays, acquis à l'opposition. Elle considère que le vote dans ces 4 comtés, sur les 47 que compte le pays, même s'il devait avoir lieu, ne pourrait remettre en cause le résultat global. Une annonce qui a attisé les foudres des supporters de l'opposition dans son fief à Kisumu, où des manifestations ont été signalées hier. Nous disons au chef de la commission électorale, quel qu'il soit, que nous ne sommes pas des enfants. Il est grand temps qu'il s'adresse honnêtement aux Kenyans en leur disant la vérité. Nous n'allons tout simplement pas accepter cette déclaration. Nous attendons les directives de Baba Odinga et ce soir, nous n'allons pas dormir jusqu'à ce que nous reprenions nos droits. Les partisans de Raila Odinga, qui ont empêché la tenue du scrutin jeudi dans 4 comtés de l'Ouest, en bloquant les bureaux de vote, attendent donc ces consignes. Odinga avait annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne de désobéissance civile pour forcer l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours, une option rejetée par le pouvoir. Il devrait en préciser les contours, encore flous, en s'adressant aujourd'hui à ses partisans. On a regardé ensemble cet élément. Cette nouvelle élection, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Abdoulaye, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Médian TV, de saluer également mon co-débatteur, Pape Ngagne Diouf, et vous remercier par ailleurs de l'opportunité que vous nous avez offerte aujourd'hui de discuter de certains sujets d'actualité qui touchent à l'Afrique. Je crois que de prime abord, il faut constater
pour le regretter que la tenue de présidentielle dans le continent africain soit, dans la plupart des cas, une occasion malheureuse d'assister à certaines scènes qui ne courent plus les rues du monde. Je crois que les présidentielles en Afrique sont souvent teintées de violence. Et la politique étant par essence l'art de gérer la cité, je ne vois pas en quoi ces violences pouvaient être fondées. Je n'en vois pas l'opportunité. Et j'estime qu'il est temps qu'en Afrique, la classe politique dans sa globalité songe à éviter de poser des actes qui soient de nature à ternir davantage l'image du continent africain. Parce que quoi que l'on puisse dire, de jour en jour ou bien d'année en année, l'Afrique ne cesse d'être la risée du monde entier. Et les fils de l'Afrique ne méritent pas ça. Et il faudrait d'abord que la classe politique africaine, de manière générale, revoie sa copie. Maintenant, pour revenir particulièrement à la situation qui prévaut au Kenya, c'est ahurissant d'assister à ce genre de scénario. Parce que j'estime qu'une présidentielle, quand même, il y a des préalables à poser, à régler en amont pour que la classe politique dans sa globalité, que ça soit pouvoir ou opposition, puisse partir au moins sur des éléments basiques pour pouvoir aller ensemble à une élection. Parce que vous estimez que ces conditions préalables n'ont pas été définies ou posées pour assurer une élection paisible? En réalité, ce qui s'est passé en partie au Kenya, c'est que l'opposition estime que le processus électoral a été piégé. Et dès l'instant que l'opposition a la certitude clé en main, selon elle, que ce processus électoral a été piégé, moi je pense que l'idéal aurait été que le pouvoir accepte de revoir, si c'est un problème de fichier ou bien si c'est un autre problème, de revoir avec son opposition, mais les modalités de régler ces différentes questions qui les divisent, de les régler en amont avant d'aller à une élection. Uhuru Kenyatta a beau être aujourd'hui réélu, mais ça reste une tache noire que dans le pays, beaucoup de recoins n'aient pas pu participer à cette élection. Nous y reviendrons. Alors, Pape Ngagne Diouf, nous avons regardé ensemble cet élément de Férouz Ben Taleb, élément dans lequel elle a cité nommément 4 comtés dans lesquels le vote n'a pas eu lieu lors de ce dernier scrutin. D'ailleurs, les populations locales ont accueilli avec amertume ces résultats issus de ces urnes. Aujourd'hui, est-ce que les résultats ou cette situation ne fait pas craindre à une nouvelle spirale de violence dans ce pays? Oui, justement, Abdoulaye, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, parce que on se rappelle le spectre de 2007 qui avait fait minimum, disons, 1200 morts et plus de 350 000 déplacés. Donc, cette situation-là portait déjà, les germes étaient déjà visibles à l'entame même du processus, parce qu'à une dizaine de jours du scrutin, on a assisté à l'assassinat d'un responsable de la commission informatique, donc un responsable informatique de la commission électorale. Donc, ça veut dire que quelque part, au début, il était sensible que il était visible qu'il y avait quand même des germes d'une violence qui naissait. Alors, comment en est-on arrivé à ce point-là? Le processus électoral n'a pas été clairement défini, parce qu'à un moment donné, déjà même avant le premier tour, c'était ça la situation. Après l'invalidation par la commission électorale, on a assisté à des exigences de l'opposition.
particulièrement Raila Odinga, qui demandait qu'il y ait des réformes même au sein de la commission électorale. Et on a assisté également au départ d'une des membres de la commission électorale qui disait qu'elle ne voulait pas participer à cette parodie. Donc elle était assez informée, à mon avis, pour pouvoir juger de la teneur de la crédibilité même de cette commission électorale, au point qu'elle ait décidé de dire que je ne voulais pas participer à cette. Donc, au départ, c'était visible. Donc, avec le boycott de l'opposition, qui, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas une situation quand même qui permettait des lendemains meilleurs, des lendemains paisibles, comme on l'assiste actuellement. C'est vrai que il reste encore à attendre la déclaration de Raila Odinga, une déclaration officielle pour pouvoir voir comme est-ce que la tension sera montée d'un cran. Déjà, il avait annoncé la couleur avec cette campagne de désobéissance civile, des marches, une résistance non armée. Donc, ce n'est pas la première fois. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux violences post-électorales. Et c'est dommage, j'allais le dire de façon que c'est dommage qu'en Afrique aussi qu'on puisse assister de façon éternelle à des violences post-électorales. C'est vraiment dommage. Au moment où le vent de la démocratie commence quand même à souffler dans beaucoup de pays africains même, il faut le dire, au Ghana, au Sénégal, c'est vrai avec quelques égards, au Cap-Vert, où pratiquement on ne sent pas qu'il y ait une présidentielle à problème, à controverse justement. Donc ça veut dire que c'est des scénarios qu'on n'imagine pas en Europe ou aux États-Unis. On ne peut pas comprendre qu'en Afrique, est-ce que c'est une question d'avidité de pouvoir ou justement cette peur de répondre à de la gestion de la chose publique à un moment donné? Parce qu'il faut le dire aussi, il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires dans les processus électoraux. Ce n'est pas seulement, c'est un exemple, hein, le Kenya, mais on en a vu dans d'autres pays où quand même le processus électoral à l'avance est biaisé par des positions impartiales, partiales, j'allais dire, même des responsables même de ce processus électoral. Alors, Daouda Thiam, le Kenya qui sort de ce scrutin plus que divisé, parce qu'on l'a rappelé tantôt, une partie de la population n'est pas allée voter le 26 de ce mois. Résultat des courses, le taux de participation tourne autour de 34% par rapport au scrutin du 8 août qui a avoisiné 79% des voix ou des suffrages valablement exprimés. Aujourd'hui, ce chiffre ne pose-t-il pas ou ne va-t-il pas poser cette question de légitimité du président nouvellement élu? Oui, compte tenu du taux qui est largement en deçà des normes, des standards, quoi. Parce qu'on peut comprendre qu'un président soit élu à 49%, à 50%, etc., etc. Mais quand même, qu'un président soit réélu et une réélection de surcroît, qu'un président soit réélu avec ce taux, on ne saurait pas ne pas poser le problème de légitimité. Je crois que c'est un manque de... Quelle que soit sa réélection, elle restera entachée par cette question de légitimité, en fait de manque de légitimité. Parce qu'on ne peut pas avoir été élu à 30 et quelques pourcents et pouvoir revendiquer une certaine légitimité. Parce que quand même, ça ne représente, en fait, c'est loin d'être représentatif de l'électorat kenyan. Donc, je crois que c'est un trou noir, c'est une tache noire qui risque de poursuivre l'actuel président. Et ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation sociopolitique est extrêmement tendue. Parce que Odinga a beau invoquer, voilà, l'argument selon lequel il veut une résistance, une désobéissance civile, pacifique, etc. Mais ça, c'est une déclaration d'intention. Dans les faits, est-ce que tant que ses partisans se retrouveront dans la rue, est-ce que lui, il aura toutes les cartes en main pour pouvoir éviter un nouveau bain de sang? Et ce bain de sang,
il a déjà commencé. Parce que on a déjà enregistré des dizaines de morts. Et ce n'est qu'une suite logique, ce n'est en réalité qu'une suite malheureuse du premier tour qui a été, pas du premier tour, mais en fait de la première présidentielle qui a été annulée par la Cour suprême. Et moi, je pense que, objectivement, pour un scrutin sérieux, quand en août, on organise un scrutin qui accouche d'une vive protestation au point que la Cour suprême annule les résultats, annule le verdict, moi j'estime que si les autorités du Kenya avaient une volonté d'organiser un scrutin qui ne soit pas qui ne soit pas contesté, un scrutin digne du nom, j'estime qu'en réalité, les autorités kenyanes auraient dû prendre un délai relativement plus long, parce qu'entre août et octobre, c'est pratiquement 2 mois. Mais c'est ce que prévoit la charte fondamentale du pays, comme le prévoit la Constitution. Voilà, mais si toute la classe politique se réunissait... De façon consensuelle, voilà, ça de façon consensuelle. Parce qu'au préalable, déjà, il y avait cette rupture de consensus. Voilà, mais trouver un consensus qui soit de nature à empêcher le bain de sang auquel on assiste, mais serait quand même une chose, en fait, vraiment loyale. Et je crois que si l'opposition et le pouvoir s'étaient réunis autour d'une table, ils auraient pu trouver un terrain d'entente pour différer la tenue de ce scrutin aujourd'hui, auquel, mais l'opposition n'a pas fondamentalement pris part. La tenue d'un scrutin également qui n'a pas su mobiliser l'essentiel des populations du Kenya. Je crois qu'on aurait pu éviter cette situation malheureuse si l'opposition et le pouvoir avaient décidé d'organiser cette élection peut-être d'ici à 3 mois, 4 mois, etc. etc. Pape Ngagne, on aurait dû éviter cette situation à laquelle nous assistons. Maintenant, comme on dit, il faut le boire. Nous sommes pratiquement à la situation post-électorale. Déjà, la commission électorale a déclaré Uhuru Kenyatta vainqueur avec le taux de participation que nous avons évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les observateurs avertis de la scène politique, notamment au Kenya, craignent avec les violences post-électorales 2007 et 2008 qui ont fait pratiquement plus de 1000 morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire, comme l'a évoqué tantôt, pour éviter que le Kenya ne s'enlise davantage dans cette violence? Abdoulaye, je crois qu'à un moment donné, il faut oser dire les choses comme telles. Dans des situations pareilles qui sont arrivées dans d'autres pays aussi, je crois qu'il y a l'Union africaine, la CEDEAO, en fait l'Afrique de l'Ouest évidemment, tous les blocs régionaux, je veux dire de manière générale, doivent pouvoir intervenir présentement, ne pas attendre que le chaos s'installe carrément pour jouer la médiation. Je crois que c'est le moment pour ces dirigeants, à commencer par le bloc régional d'abord, pour commencer à voir quels sont les mécanismes de médiation qu'il faut mettre en place pour éviter quand même que ces peuples innocents, que des civils soient tués de façon, je veux dire, arbitraire. Parce qu'il en arriverait au moment où, si cette tension ne baisse pas d'un cran, il arriverait des moments où on assisterait encore à d'autres bains de sang, justement. Mais justement, sur cette question, Pape Ngagne Diouf, avant de clore ce chapitre, Kenya, aujourd'hui, l'économie pratiquement du Kenya est présentée comme la plus performante, la plus dynamique, d'une zone marquée par des conflits. Si cette crise politique perdure, il y aura des conséquences fâcheuses, notamment en Afrique de l'Est et du Centre. Effectivement, à commencer par le tourisme. Au tout début, ça n'a pas été affecté, on l'a vu, mais au fur et à mesure que cette violence-là devrait aller crescendo, il faut vraiment dire que ces touristes-là, les secteurs touristiques en seraient affectés. Et non seulement le secteur touristique, mais il y a d'autres secteurs internes. Je veux dire, c'est peut-être le commerce ou bien même l'informel au niveau local. Les populations ne pourraient plus sortir. C'est ce qui se passe au Togo actuellement avec les crises qui s'y passent. On voit que l'économie elle-même en est affectée. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que cette
crise perdure, ça veut dire que les populations se rendront compte que ça n'a qu'un impact négatif sur... Alors, le Kenya qui était sur les rails, démocratiques, comme on le dit souvent. Alors, très rapidement, les solutions post-électorales à Daouda Thiam pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir un scénario en termes de solutions. Je crois que le seul aujourd'hui qui détienne un début de solution, c'est l'opposant Odinga. Je crois qu'il lui revient peut-être d'actionner ses leviers pour pouvoir ramener la paix au niveau du Kenya. Parce qu'aujourd'hui, la répression également policière est si aiguë que ça ne crée pas les conditions d'un retour à la paix. C'est clair. L'actualité également en Afrique cette semaine, comme on le disait tantôt, c'est la tournée de 5 jours en Afrique de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, tournée qu'il a menée notamment en Éthiopie, en RDC, en RD Congo, au Soudan du Sud. Alors, Daouda Thiam, on va rester avec vous. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'intérêt que cette visite des États-Unis, de façon générale, l'administration Trump, porte sur le continent africain? Ben écoutez, je crois que c'est une évidence évidente de dire que les États-Unis, de manière générale, ils ne s'intéressent qu'à leurs intérêts, si je peux me permettre ce semblant de répétition. Ils ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ne viennent pas en Afrique pour régler des problèmes qui concernent exclusivement les Africains. Ils sont là pour des questions de géopolitique et pour des questions de ressources énergétiques. Je m'explique. Aujourd'hui, les États-Unis, quand Nikki Haley est arrivée à Addis Abeba, son discours a été clair de prime abord. Elle explique qu'en réalité, elle est venue rencontrer l'Union africaine pour étudier les voies et moyens de combattre le terrorisme et de manière plus spécifique Boko Haram. Donc, sur le plan du terrorisme, les États-Unis sont aujourd'hui très enclins à poser tous les actes qui leur permettront demain peut-être d'aller en croisade contre le terrorisme, contre les terroristes de manière générale. Mais, outre cette question du terrorisme, les États-Unis également sont intéressés par les ressources énergétiques qui se trouvent dans certains pays. Par exemple, si vous prenez le Soudan du Sud, quoi que l'on puisse dire, l'essentiel des réserves pétrolières du Soudan de manière générale se trouve dans cette partie sud. Et que les États-Unis se sont rendus compte que ces réserves pétrolières ne sont pas encore exploitées. Parce que le Soudan du Sud peut-être n'a pas jusqu'ici les moyens, les ressources financières adéquates pour pouvoir exploiter ces réserves pétrolières. Alors, Pape Ngaye Diouf, Nikki Haley en tournée de 5 jours en Afrique, cela vous inspire quelle réflexion cette tournée de l'administration, l'envoyé spécial de Donald Trump? Oui, il faut remettre cette tournée-là dans son contexte. À mon avis, le choix de 3 pays n'a pas été fortuit, il faut le dire. L'Éthiopie, le Sud-Soudan et la RDC. Je crois qu'on pourrait expliquer cette tournée, ce choix par différents points. Mais je voulais justement aller sur la tournée, l'étape de la RDC. Il faut le dire, depuis très longtemps, depuis l'administration Obama d'ailleurs, je crois qu'il a été toujours question du départ, entre guillemets, de Kabila. Je crois que depuis John Kerry jusqu'à Linda Thomas, je crois que ça a toujours été cette question-là d'organiser un processus électoral fiable, juste et équitable pour permettre quand même des élections transparentes. Mais le message qui est délivré, parce que
il y a assez de symbolique quoi, pour moi dans ce voyage, dans cette étape de la RDC. Elle est allée à Goma. Mais compte tenu aujourd'hui de la politique étrangère, notamment en Afrique définie par Donald Trump, qu'est-ce qui justifierait soudainement cette visite de Nikki Haley dans ces 3 pays que nous avons cités tantôt? Oui, c'est ce que je disais. Je peux prendre justement l'étape du Sud-Soudan ou l'étape de la RDC pour dire que pratiquement il y a ces intérêts-là de Washington à défendre, à commencer, si vous voulez, par le terrorisme, d'une part, mais aussi, ce qui se justifie d'ailleurs quelque part, de façon générale en Afrique, par le financement de 60 millions de dollars au G5, d'une part. Mais d'autre part, il y a cette volonté aussi de poser une politique africaine qui n'a pas encore définie, qui est encore floue. Mais non, c'est le moment pour Nikki Haley, donc, qui est bras droit, donc, qui est donc cette diplomate montante donc, de l'administration Trump, de définir, d'aller vers ces populations-là, d'aller vers ces autorités-là pour leur dire que voilà le message de Donald Trump. Donc si on prend cette étape, à Goma par exemple, où la situation sécuritaire est vraiment alarmante, avec donc ça fait pas, je crois qu'hier seulement, il y a eu encore des morts, juste après l'étape le passage de Nikki Haley. Alors, Pape Ngagne Diouf, merci bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique Presse, qui avait le plaisir de recevoir pour ce numéro Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Médian TV Dakar. Merci. Avec nous également, il y avait Daouda Thiam, administrateur et directeur de publication du site d'information actusen.com. Merci, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation Talk Afrique Presse. C'est fini pour ce numéro. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro.